Dubaï, à plus de 5000 km de la France, pour ce tout nouveau magazine de W9. Comme beaucoup de Français, vous avez peut-être rêvé de tout quitter pour vous installer à l'étranger. Ceux que vous allez rencontrer ont osé, ils ont franchi le pas. Ils vont nous faire découvrir les endroits les plus beaux, les plus fous, mais aussi les plus méconnus de la planète. Ici, vous l'aurez compris, pas de guide touristique traditionnel. C'est un voyage d'un autre genre que nous vous proposons. Aujourd'hui, nous sommes dans la capitale de la démesure, du luxe, une ville qui est sortie des sables il y a à peine 50 ans, une ville où tout est possible, Dubaï. Située à 5000 km de la France, Dubaï compte 1 700 000 habitants et ne cesse d'attirer les Français. Clémence, notre journaliste, est partie à la rencontre de 6 d'entre eux. Lauriane vient d'arriver pour son premier emploi. Parviendra-t-elle à se faire à cette ville si clinquante? Allez, come on! Adrien est financier, mais il s'est fixé un défi de taille, sortir un album. En attendant, la nuit lui appartient. Les femmes sont quand même beaucoup plus sexes qu'ailleurs. Sabrina est mère de famille et elle travaille d'arrache-pied dans le milieu de la mode. Mais comment parvient-elle à concilier les deux? David, c'est le seul pâtissier français de Dubaï. Inconscience ou coup de génie? En France, il ne veut plus travailler, donc voilà, ça s'arrête là. Marie-Christine est à Dubaï depuis 6 ans et sa vision de la ville n'a rien à voir avec celle des cartes postales. Elle est amoureuse des belles pierres, y compris les pierres précieuses. Et Arnaud, ancien ingénieur, il a décidé de vivre de la photo, sa passion, quitte à se perdre en chemin. Tu sais où tu vas? Non, mais c'est comme ça, Dubaï. Bienvenue dans ces Français du bout du monde. Notre première rencontre nous mène sur le front de mer de Dubaï, à Jumeirah. Premier choc, au bord de l'eau se dresse le plus grand complexe résidentiel du monde. 40 tours et 7000 appartements. C'est ici qu'habite Lauriane, 26 ans, une petite nouvelle. L'année dernière, son école de commerce lui propose un poste à Dubaï. C'est son premier emploi, elle saute sur l'occasion. Bonjour! Salut Lauriane, ça va? Vas-y, rentre, je t'en prie. Bienvenue chez moi. Ça fait combien de temps que t'es ici? Alors, ça fait 1 an que j'habite dans cet appartement et ça fait 1 an et 3 mois que je suis à Dubaï. Et avant, t'étais d'où? Alors, avant, j'étais de Reims, donc petite bourgade dans le nord-est de la France. Ah ouais, ça doit changer. Ça change pas mal. Si tu veux me suivre, je te montre en quoi le changement a été radical. Quand j'étais à Reims, j'ouvrais la fenêtre de chez moi. J'avais très rarement la plage, pour pas dire jamais. Alors que là, tu vois, dès que j'ai un petit coup de baisse de régime, je regarde la plage et hop, ça me rebooste bien. Et donc si tu vois, là, en fait, on a une grande piscine qui appartient au complexe et t'en as une autre là-bas. Donc les week-ends, bien souvent, ça se résume à piscine, plage et party. D'accord. Tu nous fais visiter Allez, l'appart? hop, on y va. Donc comme tu peux voir, ce qui est génial, c'est quand tu arrives à Dubaï, tout est déjà là en fait. Moi, je suis arrivée avec mes 2 valises. Quand je repars, j'aurai mes 2 valises. Après, moi, j'ai choisi de vivre pas seule, parce que quand tu arrives dans un pays étranger, c'est pas évident de se retrouver seule. Donc en fait, je vis avec 3 copines. Et les loyers, ça donne quoi? C'est assez cher à Dubaï, c'est au moins aussi cher qu'à Paris. Maintenant, par exemple, pour moi, je paye 800 € pour ma chambre. Mais alors, 800 €, regarde ce à quoi j'ai le droit quand je me réveille le matin. Et ça, quand tu viens de France, encore plus du nord-est, ça n'a pas de prix. Chacun ses goûts. Hein. C'est quand même un grand luxe, d'autant plus qu'en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que dans mon loyer, en fait, ça comprend tout. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, je fais aucun chèque d'électricité, d'eau ou d'internet, c'est vraiment tout inclus. Hello. Hey, ça va? Ça va et toi? Bien dormi? Ouais, ça va. Moi. Est-ce qu'on va marcher? Bonjour. Ah, donc Clémence, Anne-Claire, ma coloc. Anne-Claire, on s'est rencontrés, ce qui est assez marrant, on est au même lycée. Et on s'est retrouvés par hasard à Dubaï. Ça te dirait qu'on fasse un petit tour sur la plage? Ouais, on peut. Tu sais comme on essaie de faire assez souvent? Parce que le petit truc, c'est qu'on se dit on a quand même la plage en bas, c'est bête de pas en profiter, donc on essaye de se motiver au moins 1 à 2 fois dans la semaine d'aller faire un petit walk sur la plage. This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. Est-ce que vous considérez que vous avez de la chance de vivre ici? Alors oui, on considère qu'on a de la chance. Après, on sait que c'est une parenthèse enchantée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a la chance de faire aujourd'hui. C'est très bien à notre âge. Après, on ne passerait pas forcément toute notre vie ici. Je pense qu'il faut vraiment faire ça quand tu es jeune. Moi, par exemple, j'emmènerais pas ma famille ici
Parce que c'est quand même pas la vraie vie. La vraie vie, c'est pas d'avoir une maître à demeure qui s'occupe des gosses, c'est pas d'aller à la plage tous les matins, d'aller se faire les manucures comme on peut faire. Là, c'est génial parce que c'est limité dans le temps. Donc voilà la plage en fait qu'on voyait depuis mon balcon. Donc t'as vu, on a marché 5 minutes et hop, ça y est, on y est. Donc là, allez, je vais te dégoûter un peu. L'eau, elle doit être, je suis sûre, au moins entre 33 et 35 degrés. T'as vu, le sable est blanc, t'as pas de cailloux, l'eau transparente. C'est vraiment le paradis, quoi. Je propose un petit trempage de pied, ensuite on va bosser. Alors, elle est bonne? Ouais. Bon, bah c'est comme sous la douche, hein, ça va. T'as vu, on n'a même pas eu un petit sursaut. C'était... J'aurais bien trempé tout, en fait. Hein. Ici, c'est assez génial. Alors peut-être qu'on le fait à tort, mais nous, on laisse toutes nos affaires. C'est vrai qu'on se sent vraiment en sécurité ici. Ouais. Et il n'y a aucun souci. Moi, je laisse portable, iPod. Mais en même temps, je fais ça partout. Je vais faire mes courses, pareil, je laisse tout un peu traîner. Si Lauriane et sa coloc se sentent tellement en confiance, c'est parce qu'ici, le taux de criminalité est quasi nul. Et pour cause, au moindre petit délit, direction la prison. Pour un chèque sans provision, par exemple, c'est minimum 1 mois derrière les barreaux. À Dubaï, on incite même à la délation. Il existe un numéro vert pour dénoncer toute infraction ou comportement anormal. Après la plage, le ski. Oui, vous avez bien entendu. J'ai suivi Lauriane dans un mall, un centre commercial grand comme 3 fois le Louvre. À l'intérieur, des centaines de boutiques et de la neige, alors qu'il fait 40 dehors. Alors là, on est à Mall of the Emirates. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce que j'ai vraiment mes habitudes ici. Je viens toutes les semaines, je viens faire mes courses, mon shopping. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce centre? C'est le seul à avoir Ski Dubaï. Alors Ski Dubaï, c'est le truc vraiment hallucinant de Dubaï, c'est que finalement, tu es au milieu du désert, mais genre, en 2 minutes, tu te retrouves sur la piste, emmitouflé dans ta combinaison avec tes skis au bout des pieds. Oh la vache, à chaque fois, c'est assez bizarre parce qu'il fait 40 dehors. Et là, tu vois, je parle, il y a de la fumée. Regarde comment c'est ouf, les pistes de ski. Alors là-haut, tu vois, ça monte. Parce que la piste noire, c'est celle-là. Et là, si tu regardes là, en fait, t'as genre tous les restaurants, t'as les gens qui mangent là. Donc tu peux avoir genre le businessman qui vient faire son petit repas le midi. Est-ce que je vais l'avoir? Ouais. Wouhou! Done! Allez-y. J'ai un bout de cuisse qui vient de rester coincé. Ah, il fait froid, la vache! C'est sympa, mais c'est un peu surfait, non? Non, on n'est pas dans les Alpes, mais honnêtement, pour moi, c'est vraiment le break, quoi. Là, je me dis, merde, attends, je ressors, il fera 40 et je reprends ma vie à Dubaï. Là, c'est le break complet pour moi. Je me mets toujours dans la perspective des gens qui n'ont jamais vu de neige, qui sont jamais allés dans les Alpes, et je me dis, waouh, ils doivent être ébahis, quoi, clairement. Tu vis ici? Oui, je viens ici 5 fois par semaine. Et t'avais déjà fait du ski avant? Non. T'as commencé ici? Oui, j'ai tout appris ici. Et maintenant, t'apprécies? Oui, j'adore. Tu sais, j'étais en train de penser sur le téléski, je me dis, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de Dubaï, genre c'est superficiel, tout ça, mais c'est quand même dingue d'avoir ça ici. Enfin, il faut avoir l'idée de dire, ok, moi je suis au milieu du désert, mais moi je vais amener la neige. Enfin, tu vois, je suis en termes de créativité, c'est assez dingue, quoi. Il fallait avoir l'idée, mais surtout l'argent. 250 millions d'euros en l'occurrence. C'est le prix de 13 TGV. Avec 6000 tonnes de vraie neige, c'est la plus grande piste couverte de ski au monde. Alors toi, c'est vraiment comme dans les vraies pistes de ski finalement, parce que tu vois, on est bloqué là. Wouhou! Vous l'avez compris, Dubaï rime avec des mesures. Dernier exploit en date, la tour Burj Khalifa, la plus haute du monde. 828 mètres, 200 étages. De jour, on la voit à 100 km à la ronde. À l'intérieur, les appartements atteignent 40 000 € le mètre carré. Lauriane a mis venir le soir. De tout là-haut, Dubaï prend un tout autre visage. Je vais t'emmener tout de suite voir à l'extérieur ce que c'est le meilleur moment. Let's go. Moi, en fait, j'adore cet endroit-là parce que je pense que c'est le seul endroit à Dubaï où tu comprends vraiment pourquoi c'est bien d'être en hauteur. Et c'est là où tu comprends toute l'ampleur de la ville, en fait. C'est partie des incontournables à Dubaï, vraiment. Ils ont mis genre 4 ans pour construire ça et voilà, maintenant c'est fini et nous, on peut profiter du spectacle. Donc ça, c'est cool. Là, quand je regarde, je me dis, OK, le monde m'appartient, je peux voir tout ce que je veux et vraiment, je sais pas, ça me donne un sentiment là de... Je suis relax.
Et ce n'est pas fini. Une fois redescendu en ascenseur, une autre surprise nous attend, un spectacle de fontaines lumineuses. Tu vois, là, on est au pied de Burj Khalifa. Là, en fait, c'est un grand lac où tu auras un jeu de lumière après. Je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir. Ce qui est drôle ici, tu vois, c'est que comme je te disais, c'est que tu as beaucoup de couples parce que voilà, c'est romantique. Tu te balades le long de la rivière, tu as les lumières autour. Mais ce qui est paradoxal, en fait, c'est que tu n'as pas le droit vraiment, officiellement, de t'embrasser ni de te tenir la main si tu n'es pas marié. Bon, ça c'est la règle. Maintenant, tout le monde le fait, mais si un jour, un Émirati ou un local ou quiconque veut aller appeler la police, ils peuvent le faire. Et là, tu peux avoir des problèmes. Regarde, ça commence ça. Je laisse Lauriane s'émerveiller. Elle n'habite à Dubaï que depuis 1 an. Elle a le temps de voir l'envers du décor. Mais pour le moment, elle n'envisage pas de repartir. Notre deuxième expatrié s'appelle Adrian. Ce businessman s'est installé à Dubaï il y a 6 ans car il était attiré par un poste à haute responsabilité. Financier le jour, jet-setter la nuit, Adrian mène une double vie. Et comme ici tout est possible, il s'apprête même à sortir un album de musique électronique. J'ai rendez-vous avec lui à la Marina, la plus grande du monde évidemment puisqu'on est à Dubaï. Ici, donc, c'est la Marina. La Marina a été construite il y a 6 ans, ce qui est assez impressionnant parce que quand je suis arrivé à 6 ans, vous voyez toutes les tours autour de nous, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait que du sable. Maintenant, je crois qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui habitent ici. Il y a plus de 60 tours. Donc, on est comme dans un petit Manhattan qui a été en fait créé sur quelques années. Mais vivre ici, c'est si sympa que ça? Oui, quand même. Avant le bureau, le lundi matin ou le mardi matin, on se lève à 6 h, on vient là. On prend un bateau et avec des copains, on va faire du wakeboard avant d'aller au travail. Donc c'est quand même une condition, une qualité de vie qui est quand même très sympathique. Mais c'est un peu comme ça à Dubaï. D'ailleurs, là, je vais t'amener au golf après. C'est à 5 minutes d'ici. Donc là, on est au bord de la mer. Dans 5 minutes, on est au golf. C'est un peu ça. Il y a des choses qui te manquent de France? Bien sûr, il y a des choses qui me manquent. Il me manque tout ce qui est naturel, spontané. Il me manque le côté, les petits bistrots, les petits cafés, les vieilles pierres, la culture, l'art. Ici, il faut se souvenir que Dubaï s'est créé sur les 10 dernières années. Donc c'est d'abord la ville qui est créée et ensuite on arrive sur les choses un petit peu plus subtiles comme l'art, la culture. On y arrive, mais ça prend du temps. Tiens, je vais te faire écouter mon titre qui est en train de sortir à Dubaï, qui s'appelle White Generation. Je vous le mets, hop, voilà. Donc ça a été enregistré en partie à Dubaï et en partie à Paris, justement avec un gros producteur sur Paris. Et on a commencé ce qu'on appelle l'airplay à Dubaï, donc ça commence à passer en club et en radio. Mais en tant que financier, comment tu as décidé de sauter le pas et d'enregistrer un album? Je suis mis à faire ça à Dubaï. En fait, j'ai un studio à la maison sur lequel je travaille. J'ai fait beaucoup de musique dans ma vie puisque je viens d'une famille de musiciens. Et en fait, il y a à peu près 3 ans, je me suis dit j'aimerais bien quand même réussir à faire quelque chose. Et comme Dubaï, c'est assez facile, c'est un marché qui est un peu vierge encore d'artistes, etc. Je me suis dit que c'était un bon endroit pour commencer à faire de la musique. Adrian est fan de lui-même, c'est la meilleure façon de faire sa promo. Pendant qu'il fredonne ses propres chansons, nous nous dirigeons vers un des 9 terrains de golf de la ville. C'est celui de Montgomery. Il possède le plus grand green du monde, mais ce n'est pas ce qui séduit le plus Adrien. Bon alors, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce golf? Regarde, tout simplement la vue, le lieu, le soleil, la qualité du golf. On va taper quelques balles. Hey, bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Bien, je vais faire un peu de practice. Tu viens souvent ici? J'essaye de venir à peu près 1 fois par semaine pour m'entraîner ou pour faire un des parcours. Et il y a beaucoup de gens qui jouent au golf? Énormément. C'est un des sports les plus pratiqués à Dubaï. Le climat s'y prête, la qualité des terrains s'y prête aussi. Donc on est vraiment sur des très très bons golfs, de très bons niveaux.
Adriane parle du climat, c'est effectivement un des gros avantages de Dubaï. Ici, on n'a jamais froid. 20 degrés en hiver et jusqu'à 50 en été. Une vraie fournaise. Après le golf, le boulot. Adriane m'emmène au Centre financier international. Ça ressemblait à quoi quand tu as commencé à bosser ici? Il y a 6 ans, quand j'ai commencé ici, il n'y avait rien. Il y avait du sable. Je travaillais dans un petit cabine en fait, d'ouvriers. On était une 60aine. Et à partir de ce moment-là, tout s'est construit. Alors là où on est aujourd'hui, ça s'est à peu près construit en 3 ans. Et le reste de la zone financière est en construction derrière. Et comment ça se passe, question rythme de travail? Le rythme de travail est quand même très intense. On n'est pas aux 35 heures à Dubaï, non. Et niveau salaire? Étant donné qu'on est dans un pays où il n'y a pas d'imposition, c'est vrai qu'au niveau des salaires, ça devient assez avantageux. Donc pour salaire équivalent, en fait, on récupérerait à peu près 30-40% qui ne sont pas imposés ici, en fait. Un financier normal devrait être entre les 80 à 100 000 euros annuels. Tu nous fais visiter ton bureau? Malheureusement, je ne peux pas. Comme dans tous les bureaux du DIFC, comme il y a énormément d'informations confidentielles sur ce qui se passe au niveau de la place financière, malheureusement, tu ne peux pas venir dans les bureaux. Après Adriane côté pile, Adriane côté face. Le soir, le financier m'invite dans un des clubs les plus branchés de Dubaï. Le gérant est français, lui aussi. Là, on arrive dans un club qui est très à la mode en ce moment, qui s'appelle le Cavalli. Et c'est un peu un des endroits hype de Dubaï en ce moment. Hi. How are you? Salut, ça va? Hi. Bonsoir David, ça va? Bonsoir, bien à Cavalli. Merci. Bonsoir. C'est glamour, c'est en mode au Cavalli, c'est l'extravagance, c'est le sexe. C'est unique, c'est unique. Et ça se passe à Dubaï. La clientèle est vraiment ce qu'on qualifie de high-end. Vraiment du Gucci, Dior, Chanel tous les soirs. C'est un défilé quotidien. La clientèle est principalement libanaise, Europe de l'Est, très peu de touristes. 80% de nos clients sont des réguliers. Ça tourne plein fond. Je dirais que c'est vrai que Cavalli, c'est un show. Donc les femmes que tu trouveras au Cavalli sont quand même beaucoup plus sexes qu'ailleurs. C'est comme partout, hein, dans les boîtes de nuit, les gens sortent aussi pour draguer, pour se faire boire. C'est quand même la fête. Moi, je viens surtout pour retrouver des amis parce que j'ai pas mal d'amis qui font la fête. Mais bon, de toute façon, je suis marié, donc je viens pas pour draguer. On vient aussi en boîte pour consommer de l'alcool. À Dubaï, il est interdit de boire dans les lieux publics, sauf dans les discothèques et certains hôtels. Et pour l'alcool au volant, c'est zéro tolérance. Les contrôles s'effectuent directement par prise de sang et au moindre écart, on risque la prison et l'expulsion du territoire. Mais tout cela n'empêche pas Adriane d'avoir très envie de rester vivre à Dubaï. Si la plupart des Français installés à Dubaï sont venus pour travailler, ce n'est pas le cas de notre prochaine expatriée. Sabrina a suivi son mari, dubaïote depuis 8 ans, c'est ici qu'elle a fondé sa famille. Bonjour Clémence. Voici Clara et Jean-Bastien. Salut, tu dis bonjour? Bonjour. Alors on va vite à l'école, on est un petit peu en retard, on monte en voiture. Allez, go. Je m'appelle Jean-Bastien et mon école c'est aller au Raffles. C'est quoi comme école? C'est une école où toutes les langues sont permises. Les enfants vont à Raffles International School, qui est une école internationale, une école singapourienne mais qui fonctionne avec le système international. Tous ces cours sont en anglais. Hein. L'anglais est la langue commune, parce qu'il y a plus de 30 nationalités représentées dans l'école. Et tes copains, alors, ils sont quoi? Ils sont tous français? Non, parce que c'est une école anglaise et il y a aussi d'autres... En fait, il y a 2 Français, mais il y en a un qui n'est pas vraiment mon copain. Il apprend l'arabe parce que l'arabe est un enseignement obligatoire aux Émirats. Et il y apprend également le mandarin parce que c'est une école singapourienne et que ça fait partie du cursus obligatoire. À mon école, c'est jamais allé à la piscine. J'ai une piscine dans mon école. Même dans mon école de commerce payante, je crois que j'avais pas cette infrastructure-là.
Ils ont des salles d'informatique. Jean-Bastien, il a des cours d'informatique depuis 2 ans déjà, où ils ont chacun un ordinateur en classe. Enfin... Attention, attends. Tu longes les voitures là, mon cœur. Tu fais attention qu'il n'y ait pas de voiture qui recule. Vas-y, je te regarde. Bisous, chérie. Donc Clara, en fait, je l'emmène jusqu'à sa classe, hein, parce qu'elle est petite. Jean-Bastien, en fait, c'est une politique de l'école de les déposer sur le parking. Ils nous demandent de ne pas les accompagner en classe pour leur donner plus d'autonomie, leur apprendre l'indépendance et jouer au grand, quoi. Si Sabrina se plaît à Dubaï, c'est aussi parce que tout y est vaste, à commencer par son appartement. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. C'est grand. Oui, les volumes ne sont pas des volumes européens. On perd l'habitude d'ailleurs quand on rentre dans une maison en France. Donc là, on est sur une maison avec étage. On a un petit jardin privatif. Et puis, derrière, ensuite, toutes les maisons sont en fait réparties tout autour d'un jardin central commun où il y a la piscine, la salle de gym, etc. Et pour ce bijou de 350 mètres carrés, le loyer s'élève à 4 000 € par mois. Faut ce qu'il faut. À la chambre de Clara. C'est immense. C'est la plus petite de la maison. Alors voilà, là c'est ma chambre. Bon, désolée, hein, c'est pas très bien rangé. On a un balcon. C'est un peu le principe des suites parentales à la française en fait. Ça se fait beaucoup maintenant avec le dressing, la salle de bain. Et en France, t'habitais où? On était à Lyon tous les deux. Et vous étiez en maison ou en appartement? Ouais, on était dans une petite maison de village à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. On était dans 90 mètres carrés, donc forcément, quand on arrive ici dans la maison... Notre première maison, on avait tellement peu de meubles que ça résonnait. J'imagine qu'on prend goût à tout ça. Oui, d'ailleurs, c'est un problème parce que cet été, entre-temps, on a racheté notre maison en France et cet été, donc on avait des locataires dedans. Je suis allée la visiter parce qu'on avait des travaux à faire, etc., que les locataires étaient partis. Et j'ai appelé mon mari catastrophé en lui disant « mais il y a un problème, la maison, elle ne me plaît pas du tout, c'est pas possible, elle est trop petite, je ne peux pas vivre dans cette maison. » Donc ouais, on prend des très très mauvaises habitudes. Et comment ça s'est passé alors? Tu t'es mariée, t'as eu tes enfants ici? Oui, Jean-Bastien et Clara sont nés ici, le bébé naîtra ici. J'ai un mois exact, pile, entre la date de naissance de mon fils et la date de mon mariage. Et quand on a dû le déclarer aux autorités locales, ça leur a posé un gros souci, ce mois de différence. Ils nous ont expliqué que normalement on se mariait, on faisait un bébé, on attendait 9 mois et on accouchait. Et donc on est tombé sur un agent de l'administration un petit peu psychorigide sur les lois islamiques et qui a refusé de me délivrer un certificat de naissance pour mon fils en expliquant à mon mari que la prochaine fois, il respecterait les lois et l'islam, et etc. et autres. Et oui, Dubaï n'est pas l'Eldorado qu'on croit. Ici, le concubinage est officiellement interdit. On est célibataire ou marié, pas d'autre possibilité. Mais quoi qu'il en soit, on doit être en bonne santé, car avant de décrocher son visa, une visite médicale est obligatoire. En cas de séropositivité, d'hépatite B ou de tuberculose, impossible de venir à Dubaï. Là, on va où? Alors là, on va sur le lieu de mon travail pour la semaine, qui est Madinat Jumeirah, où je participe à l'organisation de Who's Next et Première Classe, qui sont 2 salons français de la mode, qui, pour la 2e fois cette année, s'exportent à Dubaï. Sur la route, nous croisons l'hôtel le plus célèbre du monde, le Burj Al Arab, le complexe le plus luxueux de la planète, classé officieusement comme un 7 étoiles. Il est quasiment aussi haut que la Tour Eiffel, puisqu'il mesure 321 mètres, contre 324 pour Notre-Dame de Fer. Tu nous emmènes visiter le Burj Al Arab, là, c'est ça? On va essayer de s'arrêter pas très loin du Burj Al Arab, parce que malheureusement, l'accès est très contrôlé, donc on ne pourra pas y entrer avec la voiture. Même nous, on ne pourra pas rentrer? Avec la caméra, à mon avis, vous serez bloqué, dès le poste de garde, vous serez bloqué avec une caméra. Mais pourquoi? Pourquoi c'est si fermé? Ils veulent éviter d'avoir des vagues de touristes qui viennent juste le visiter. Donc tu ne peux y entrer que si tu es résident à l'hôtel, soit si tu as réservé une table dans un des restaurants. Hi, good morning. Bonjour monsieur. Bonjour. Can I go and get Je you peux to have a rentrer coffee? pour aller prendre un café? Pour prendre un café, il vous faut une réservation. Il faut d'abord faire une réservation. J'en ai pas faite. Donc tu vois, si j'ai pas fait de réservation, je peux pas rentrer. À moins d'être client, impossible de pénétrer dans l'hôtel. Quant aux journalistes, ils ne sont pas les bienvenus. Nous n'avons pas pu rentrer, mais voici quand même quelques images de l'intérieur. Ici, pas de chambre, seulement des suites en duplex, dont la plus petite mesure 170 mètres carrés. Dans chacune d'elles, tout n'est que marbre et or.
Évidemment, cette démesure se paie cher. Le premier prix au Burj Al Arab, c'est 1800 € la nuit. Faut aimer. Et ce salon de la mode alors, comment il s'organise? Alors donc Wooznext c'est première classe, donc ce salon de la mode, tu vois, il va ouvrir dans quelques minutes là, donc tout le monde est en train de s'installer. Donc si tu veux, je te fais faire un tour avant que les premiers visiteurs n'entrent. Ça va faire un peu vide, mais au moins tu auras une idée de ce que ça donne. Mais quel est l'intérêt de faire un salon de la mode à Dubaï? Tout simplement parce que tu sais, ici, quoi qu'on en dise, tu as un marché assez spécial pour la mode, c'est-à-dire que ou le luxe ou le très bas de gamme avec des chaînes de magasins qui vendent des choses pas chères, etc. Mais entre les deux, tu n'as pas tous ces designers très créatifs, haut de gamme, qui font entre autres l'image de la France notamment ou de l'Europe. Donc en fait, les organisateurs du salon, dont Xavier Clergerie qui se sauve et qui part comme s'il ne m'avait pas vu. Donc Xavier Clergerie qui est le fondateur en fait, de Wooznext et première classe à Paris. Il est venu à Dubaï. Il y a combien de temps que tu es venu à Dubaï, Xavier? Tu vas me faire une bise? 5 ans. 5 ans et il s'est dit mais c'est mort ici, il manque quelque chose, il manque tous mes créateurs. Non, c'était mort en France. Je trouvais que c'était mort en Europe. Et je dis tiens, ça bouge ici. Ton goût à toi en tant que Française, c'est pas forcément ce qu'on veut présenter ici, parce que c'est pas forcément ce qui va être consommé. Par exemple ici, tu vois, ça c'est une robe de Omar Ponso, qui est un designer syrien basé à Dubaï depuis 20 ans, très implanté dans la région. Il vend beaucoup aux femmes locales, etc. Il est très apprécié et il défile ce soir. Mais si vous voulez, venez filmer le défilé ce soir et moi il va falloir que j'y aille maintenant, donc on peut se retrouver ce soir si vous voulez. Keep control of me. Des tenues sexy devant des femmes voilées, le contraste est saisissant. Ce soir-là, on a d'ailleurs frôlé la catastrophe. Tout à l'heure, au dernier essayage pour la préparation du défilé de 6h30, Kif If, la marque allemande, c'était des robes très très belles, très échancrées, avec des dos nus et tout. Je passe et là, je vois qu'on voit tous les seins des nanas. Je leur dis, problème. Ça a l'air, problème, je peux pas. Alors tu vois, c'était genre 10 minutes avant le passage en scène. Ils me disent, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? T'as du double face? Et on a collé les seins des filles sur les robes. Et elles ont fait le défilé. Et là, le décolleté ne s'ouvrait plus. Mais si tu veux, on pouvait avoir des problèmes avec la police sinon. Donc on a réglé le problème comme ça, grâce au double face. Après les défilés, place au cocktail. Ce soir, le salon est plein à craquer. Tout le gratin de Dubaï est présent. Il est temps de laisser Sabrina savourer son succès. Vous allez à la soirée après? Non, on peut pas, faut qu'on y aille là. Merci pour tout, Sabrina, en tout cas. Oui, on se revoit à Paris. Avec vos grèves et tout ça, je vous les laisse. Moi, je reste ici au chaud et au soleil. Ça marche. Bye. Au revoir. C'est dans les cuisines d'un hôtel que je retrouve notre prochain expatrié, David. En France, ce boulanger-pâtissier tenait un commerce qui lui permettait de vivre modestement. Il y a à peine un an, il décide de tenter sa chance ici. En quelques mois, la réussite est fulgurante. Aujourd'hui, les hôtels s'arrachent ses produits et David est le seul pâtissier artisanal de Dubaï. On est dans un hôtel de business. Les hommes d'affaires viennent ici signer des contrats sur Dubaï. Je vais te faire rencontrer Manu, le chef des cuisines. Salut Manu. Ça va? Ça va la forme? Impeccable. Ça a été ce matin la livraison? Super. Si vous voulez, on va aller voir sur le buffet. Hein? Voir comment ça se passe. On va voir les produits à David. Exactement. Les beaux croissants. Bien français. Exactement. Allez, suivez-moi. Alors, qu'est-ce que t'as rapporté ce matin? Les produits que j'ai emmenés ce matin, croissants au beurre de Charente, cinnamon, croissants aux attards. T'as oublié le principal, David. Hein? C'est quand même tes croissants aux amandes. Et les croissants aux amandes. Ça, c'est mes favoris, Exactement. je crois. Ça, c'est mes favoris. Ça me rappelle quand je travaillais à Paris. Et c'est vraiment un très, très bon produit. Et un petit déjeuner traditionnel dubaïote, ça consiste en quoi? Un petit déjeuner oriental, ça consiste à des œufs durs, des fèves, du cumin, des oignons, du persil, des tomates, du citron, des petits manakish, des petits styles de petites tartes, 2-3 salades, là, le hummus, moutabal, l'amna, c'est un fromage blanc. Un petit café, David, avant de partir? Non, je dois faire visiter ma boutique. Oui. On fait ça demain, sans problème? Écoute, sans problème. Ok, super. Allez, je te remercie, à plus. Bonne journée, merci bien. Ça, c'est ta boulangerie? Boulangerie, tout à fait. Boulangerie, pâtisserie, coffee shop.
que j'ai ouvert le 14 février 2010. Donc Tu nous fais visiter? C'est parti. Alors c'est quoi la clé du succès? Donc je suis arrivé avec des recettes françaises, avec des produits français et du staff français. Donc vous avez la forêt noire, le royal, qui sont typiquement des gâteaux français. Vous avez les macarons, gros petits, de Paris-Brest, typiquement français, tartelettes fraises. Et la plus grosse vente de la boutique, la tropézienne. On vend environ 25-30 parts par jour. Et ce sont les mêmes prix qu'en France ou pas? C'est à titre d'exemple, vous avez l'éclair qui est à 12 dirhams, ça équivaut à 2,20 € chez nous. Grosso modo, c'est le même prix. La boulangerie, on fait que du beurre, donc croissant au beurre, pain au chocolat au beurre, chaussons aux pommes au beurre. Et tu es vraiment le seul boulanger traditionnel de Je Dubaï? vais dire, on peut dire que je suis le seul boulanger artisanal. Ici, il y a beaucoup d'industriels qui font des produits pas trop de bas de gamme, on va dire. Il faut savoir que j'ai travaillé ici en 2000 et il y avait une attente. En 2000, je connaissais le pays. On m'a toujours demandé de faire des produits français. On m'a toujours dit, mais pourquoi tu t'installes pas? Donc voilà pourquoi je suis venu 6 ans après être venu. Mais ton chiffre d'affaires doit exploser, non? Aujourd'hui, un vendredi, je vais tourner à 12 000 dirhams. 12 000 dirhams, ça fait combien? 12 000 dirhams, ça fait 2 300 € à peu près. Tu fais 2 300 € par jour? Voilà, pour un week-end. Et pour un magasin qui vient d'ouvrir il y a seulement 9 mois, je pense que c'est plutôt pas mal. Pour les commandes, j'ai des personnes qui viennent ici, qui me prennent des commandes de folie, comme admettons 100 gâteaux individuels, 30 gâteaux de 6 personnes, 300 croissants, 600 chouquettes. J'ai que des grosses commandes de folie comme ça. Et là, par exemple, c'est quel type de commande? Alors là, j'ai une commande de 1800 macarons. 1800 macarons? 1800 macarons. J'ai déjà eu comme commande 19 000 macarons. Pour David, le bouche à oreille a bien fonctionné. Aujourd'hui, l'artisan sert plus de 120 clients par jour, dont une majorité de Français. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa boulangerie porte bien son nom. C'est rassurant, un commerce français à proximité de chez vous? Ah oui, on est très contents, oui. C'est la seule boulangerie qu'il y a dans le coin. Autrement, il faut aller très loin. On habite à 10 minutes d'ici. Et pour boulangerie, très bien. Bye bye. David a flairé la bonne affaire. Il savait qu'à Dubaï, on encourageait le travail. C'est d'ailleurs ce qui fait fructifier la ville. Dans ce Las Vegas professionnel, le taux de chômage est presque nul. Dans mon métier, en boulangerie-pâtisserie, l'avantage, c'est qu'on peut trouver du personnel à toute heure. En France, on demande à un employé de travailler le matin, il me dit non. On lui demande de travailler le dimanche, il me dit non. En France, j'ai commencé la boutique, on était 4, j'ai fini tout seul, tout le monde est parti. Ici, j'ai commencé à 6, aujourd'hui on est 12. Donc voilà, ça veut tout dire. En France, ils ne veulent plus travailler, donc voilà, ça s'arrête là. À Dubaï, au contraire, on ne vient que pour travailler. C'est simple, quand on n'a plus de métier, on perd son visa de résidence et il faut quitter la ville. C'est la raison pour laquelle on ne croise pas de personnes âgées. Nos expatriés français devront prendre leur retraite ailleurs. Vas-y, rentre. Ah bah encore un minuscule appart. Voilà, dans un tout petit appartement de 320 mètres carrés, qui est assez impressionnant. Alors la cuisine est assez traditionnelle sur Dubaï, c'est toujours des grandes cuisines. Ça va, vous avez de l'espace? Ça va, un petit peu. Vous étiez où avant? On était à Saint-Cloud. À Saint-Cloud, on vivait dans une boulangerie-pâtisserie, puisque c'était la mienne. Et on avait en fait un tout petit salon, une toute petite cuisine. C'était exactement l'inverse d'ici. Comment ont réagi tes filles quand elles ont vu l'appartement? Elles ont été assez impressionnées en fait. Il faut savoir que pour des petites filles qui ont 3 ans et 6 ans, elles ont tout un double lit, ce qui est quand même assez étrange par rapport au lit de la France. Voilà, on va passer à la terrasse. Ça fait résident. Ici, on déménage facilement. Hein. C'est pas comme à Paris où c'est tout un problème pour déménager. Ici, en fait, à chaque fin de contrat, tous les ans, pour ainsi dire, on déménage. Mais pourquoi? C'est une habitude? C'est une habitude. C'est pas notre maison, c'est une location. Donc on n'est pas attaché à une maison comme on s'attache à une maison en France. C'est pas ma maison. En France, c'était ma maison. Ici, ça ne l'est pas. Donc je vais finir mon bail dans 2 mois. J'irai dans un autre appartement. Ça s'appelle comment ici? Dubaï. Et c'est bien Dubaï? Pourquoi c'est bien? Ça y est les filles, vous avez fini? On va se brosser les dents, on y va? Il est l'heure de laisser un peu d'intimité à la famille de David. Le pâtissier n'envisage pas une seconde de rentrer en France, tant le succès lui sourit à Dubaï. Autre expatrié, autre ambiance. Nous voilà près de la crique dans la vieille ville. Avec ce luxe et cette démesure, on en oublie presque que Dubaï, c'est avant tout une oasis au beau milieu du désert. Une oasis qui a commencé à se construire il y a seulement une 40aine d'années.
Ce quartier, c'est l'endroit préféré de Marie-Christine. Expatriée depuis 6 ans, cette Toulousaine a tout quitté pour suivre son mari. Elle est tombée amoureuse du Dubaï authentique et elle a monté sa propre agence de tourisme. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Clémence. Alors, je t'amène à Bastakia. C'est un quartier où je viens souvent parce que ça permet de montrer le vieux côté de Dubaï à des touristes. On n'est pas loin de la crique. C'est l'hélicoptère du cheikh de Dubaï, de Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Le cheikh se déplace en hélicoptère donc. Oui, et il conduit lui-même, il pilote lui-même l'hélicoptère. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit que j'y étais pour quelques années et j'avais envie de tout connaître, de l'histoire, tout savoir. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et surtout, l'évolution de ce peuple de pêcheurs de perles, de bédouins, et voir où ils sont arrivés aujourd'hui. Vraiment, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Marie-Christine a raison. Dubaï avant, c'était ça. Aujourd'hui, c'est la ville moderne par excellence. Et même si la langue officielle reste l'arabe, tout le monde sait parler anglais. On peut prendre un bateau? Oui, madame. Un bateau privé? Pas de problème. D'accord, merci. Tu nous emmènes où, Marie-Christine? Alors, nous allons traverser la crique, qui est ce bras de mer naturel qui fait 14 km et demi de long. Et on va se retrouver au souk des épices, au Spice Souk. Attends, mais on n'est plus à Dubaï, là? Non, on n'est pas vraiment à Dubaï. On peut être dans n'importe quelle grande ville, au bord de l'eau, avec un côté très pittoresque. C'est pour ça que j'adore Dubaï. J'adore ses multifacettes. J'aime pas quand on dit qu'il n'y a pas d'âme à Dubaï. Il n'y a pas une âme ici? Regarde. On va aller chez mon copain iranien. Hello, how are you? Fine? Alors, je vais vous montrer, par exemple, ce meilleur safran. Là, c'est du vrai safran iranien. Et comparé au prix français, ça donne quoi? 10 fois moins cher. C'est là où je viens m'approvisionner quand je reçois et quand j'ai besoin de trouver des épices. Alors, ce qu'on a aussi qui est typique, c'est la cardamome. Voilà. Ici, on fait le café avec la cardamome. Le café arabe, on t'offre en signe de bienvenue du café à la cardamome. Et je vais vous faire goûter les meilleures dates du monde, parce qu'on est à Dubaï, alors tout est toujours du monde. Voilà. Voilà, franchement, c'est les meilleures dates du monde. Alors, ça, on ne pourrait pas le marquer en France, mais ici, il y a marqué anti-cancer. Ça, on ne pourrait pas le faire. La loi l'interdit. Elles sont pas bonnes, ces dates? Excellent. Voilà, nous sommes dans le souk de l'or de Dubaï. Le souk de l'or, ce sont des centaines de boutiques qui regorgent d'or et de pierres précieuses. Ici, on trouve de l'or 18 carats, 22 carats et 24 carats. Ici, ce sont des ceintures de mariage. La femme se fait offrir une parure complète quand elle se marie. Donc surtout la ceinture qui pèse beaucoup, les bracelets, les colliers, les boucles d'oreilles. Tu peux même avoir des coiffes en or. Regarde, c'est carrément importable pour nous, mais elles adorent. Et ça coûte combien, par exemple? Tu as une idée des tarifs? Ouf, c'est au poids. Donc, quand on achète de l'or ici, on vous le met immédiatement sur une balance. Et en fonction du poids, il calcule. Il y a le cours de l'or tous les jours qui s'affiche. C'est vrai qu'il a pas mal monté ces temps-ci. Et les tarifs, tu as une idée? Bah oui, c'est entre 25 et 26 euros le gramme d'or, à peu près. Et là, tu as la plus grosse bague du monde, 58 kilos d'or et un cristal de roche au milieu à la place du diamant. Tu as aussi une jolie petite tenue pour aller à la plage, tout en or. La petite tenue, le petit maillot, l'ensemble, tout en or, 24 carats. Voilà, c'est très chic, hein. Alors là, c'est un rêve pour les femmes. Hello Wargis, how are you? Fine, thanks. Fine, hello. C'est ma boutique préférée dans le souk de l'or. Bon, ça c'est un peu too much, hein. Franchement c'est too much, mais bon. Oh, ça en jette, hein. Oh là là. Ça brille, hein. Sparkling. Ça brille, oui. Sparkling, ok. Je vais la garder, je peux pas l'enlever. Venez voir mon atelier, juste au-dessus de la boutique. Vous allez voir, c'est tout petit, il y a 3 ou 4 personnes qui y travaillent. Mais c'est sympa, c'est intéressant de découvrir comment ils travaillent. Let's go.
Jamais on penserait en France qu'il y a un petit atelier comme ça au-dessus de la boutique où on fait faire, on fond l'or. Ils sont en train d'utiliser le feu avec des grandes chaleurs et c'est très impressionnant. Aujourd'hui, Marie-Christine n'imagine pas sa vie ailleurs qu'à Dubaï. Ce qu'elle préfère, c'est le côté cosmopolite de la ville. Elle adore recevoir ses amis chez elle, des amis du monde entier. Et justement ce soir, elle m'a proposé de passer. Bonsoir, rentrez. Merci. Voilà, venez, je vais vous présenter mes amis. Anna, voilà, qui est espagnole. Bonsoir. Estina, qui est roumaine. Bonsoir. Voilà, Cyril, qui est français. Abdullah, qui est émirien, notre local. Bernard, français. Et Béatrice, voilà, française aussi. Qui veut du champagne? Champagne, mais c'est du champagne acheté à quel endroit? C'est pas la même couleur. Non, c'est Béatrice qui me l'a offert en arrivant, celui-là. Voilà. Merci. Parce que c'est pas facile de se fournir dans la ville. Non, on a une carte. Si vous avez une licence, Il faut une carte spéciale. C'est très facile, mais il faut connaître le système. À partir du moment où on vit ici avec un visa, on a le droit d'avoir on remplit un formulaire qui nous donne droit à une carte et qui nous donne droit à un nombre d'alcool par an. À partir du moment où on n'est pas musulman, on a le droit de vivre comme on vit ailleurs. Abdullah, en tant qu'Émirati, comment on vit ce mélange des cultures? Dans le monde, les enfants grandissent en voyant des arbres ou des maisons. Moi, j'ai grandi en voyant des tours et des buildings. Ici, tout évolue constamment. Tout se fait très vite. Et je trouve que c'est très bien. Je pense que ça nous donne une ouverture d'esprit. Ça nous permet d'accepter les changements quels qu'ils soient. Regardez, il y a un Saint-Nectaire qui vient d'arriver de France. Un fromage offert par des amis de passage. Marie-Christine apprécie et pour cause. Dans les supermarchés Dubaïotes, on trouve beaucoup de produits français, mais ils sont 2 fois plus chers que chez nous. Nostalgie, voilà la France. La France à Dubaï. Je laisse Marie-Christine et son Saint-Nectaire. Même si notre gastronomie lui manque, elle n'échangerait sa vie à Dubaï pour rien au monde. Contrairement aux apparences, Dubaï est bien plus complexe qu'une ville superficielle. Derrière le côté show-off se cache la scène artistique et underground. Une facette que notre prochain expatrié, Arnaud, connaît comme sa poche. Cet ancien ingénieur a suivi sa femme il y a 2 ans et il vit aujourd'hui de la photo, sa passion. Et vous allez voir, le Dubaï d'Arnaud n'a rien à voir avec celui des cartes postales. C'est assez génial au niveau visuel. Enfin, moi, en tant que photographe, je me régale beaucoup aussi. On a des perspectives assez démentielles avec tout cet amas de buildings, avec le métro. C'est un paysage dans lequel on peut trouver une certaine forme d'esthétisme, en fait. Une certaine forme d'esthétisme qui frappe vraiment quand on arrive ici. Les façades en verre des gratte-ciel tutoient l'acier dans un jeu de miroirs surprenant. C'est moderne, certes, mais c'est aussi très design, car Dubaï fait appel aux plus grands architectes du monde. Avant de nous emmener dans ses repères secrets, Arnaud tient à me faire découvrir un endroit très particulier. Passionné de plongée, il s'est réservé une séance d'1 heure avec les requins. Pas dans la mer, non. Arnaud plongera dans un aquarium en plein cœur d'un centre commercial. Ça va bien, pas trop d'appréhension. Un peu quand même. Et j'espère que la plongée va bien se passer. Plonger au milieu des grosses bébêtes. Et ça devrait bien se passer. Voilà. On se revoit en bas. Et bonjour aux requins. On l'appelle le dauphin. C'est assez sympa, assez décalé. Tu vois les magasins à travers la vitre. Tu vois les gens qui te prennent en photo. Et en même temps, tu es dans un milieu aquatique, au milieu des requins, au milieu d'une multitude de poissons. Donc tu sais plus très bien où tu es en fait. C'est assez décalé. Tu as des requins tigres, des requins marteaux, et puis des petits poissons multicolores un petit peu partout. C'est amusant, c'est un peu comme un parc d'attractions. Et je ne sais pas si c'est l'effet squale, mais en sortant, Arnaud est comme un gosse. C'était génial. J'ai nagé au milieu des requins. Je t'ai rapporté un petit souvenir d'ailleurs. Regarde, j'ai mon certificat de nageur avec requin. Regarde. Excellent, non ? Après cette expérience typiquement dubaïote, direction Al-Quoz, le quartier industriel de la ville. C'est là-bas, entre les usines et les entrepôts, que se trouve la scène artistique de Dubaï. Comme toujours, on se déplace en voiture.
À Dubaï, il n'y a quasiment aucun trottoir et lorsqu'on circule, on peut dénombrer jusqu'à 6 voies. Il faut dire qu'ici, les distances sont grandes. Imaginez, Dubaï, c'est grand comme 38 fois Paris. Dubaï, c'est une ville pour voitures et pas pour piétons. Les hôtels se construisent, les bureaux se construisent et puis ensuite, il faut un petit peu articuler tout ça. Je dirais l'infrastructure autoroutière, routière se fait un petit peu après coup. C'est un peu compliqué pour s'orienter. Compliqué pour s'orienter, mais aussi pour conduire. À Dubaï, les accidents de la route sont très fréquents. Ouais, là, je crois qu'on est perdu. Tu sais où tu vas, là? Non, mais c'est comme ça à Dubaï. Tu sais pas où tu vas, tu retrouves ton chemin quelques temps après. Et des fois, tu as de la chance. Donc si, là, c'est bon. Alors là, on est à Al Quoz, qui est la zone industrielle de Dubaï. Et en fait, je dirais que c'est là qu'il y a un peu la vie underground de Dubaï. Donc là, on se rend à Arsawa, qui est une galerie d'art sur Dubaï, et où on va trouver pas mal de travaux de peinture, de photographie et des sculptures. Donc on est en plein Al Quoz, et donc tu vois une ambiance très industrielle, très brute. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se baladent par ici. C'est pas très touristique, effectivement. Mais tu peux quand même trouver certaines personnes qui y habitent, et notamment la main-d'œuvre des chantiers ici sur Dubaï. Essentiellement une main-d'œuvre indienne et pakistanaise. Ces travailleurs de l'ombre, c'est le revers de la croissance. Ils viennent du Pakistan, d'Inde, de Chine et représentent les 2/3 de la population. Leur emploi, ouvriers de chantier ou employés de restauration. Et pour tous, c'est le même salaire, 200 € net par mois maximum. Cette réalité, c'est un sujet sensible dont on évite de parler à Dubaï, même dans les médias. Ici, la menace de la censure plane toujours. Quand un journaliste nuit à la réputation de la ville, il risque jusqu'à 200 000 € d'amende. On va à Arsawa, qui est la galerie dont je t'ai parlé. Galerie assez connue sur Dubaï. Donc on va présenter Amel. Salut Amel. Ça va bien? Ça va, tu vas bien? Moi, je suis algérienne et aussi française, donc les deux. Mais c'est un endroit complètement improbable ici. On ne s'attend pas du tout à tomber là-dessus, sur une telle galerie. On est au fin fond de la zone industrielle, mais ce qui est sympa, en fait, moi, c'était de donner un peu des ailes aux artistes, parce qu'il y a pas mal de potentiel, mais ils étaient toujours un peu dans des espaces très sympas. Et puis j'avais envie de leur donner des hauteurs sous plafond assez intéressantes pour qu'ils puissent quand même s'amuser et créer des choses plus marrantes. C'est totalement délirant. Tu as vu, je t'ai fait visiter un petit peu Al Quoz avec l'ambiance très industrielle, très brute. Et puis là, d'un seul coup, on se retrouve dans quelque chose de très léché, de très artistique. Ça fait 10 ans quand même que je suis à Dubaï. Je suis architecte, donc, et puis collectionneuse. Et une chose a amené l'autre. Je me suis retrouvée à avoir envie d'avoir mon propre espace et de pousser surtout les jeunes talents. Voilà. Je vais t'emmener dans une salle de concert un peu spéciale qui est dans la zone industrielle d'Al Quoz. Et on va rencontrer une amie à moi qui s'appelle Anne et qui est la directrice des opérations. Salut Anne. Ça va? Tu vas bien? Ouais, bien et toi? Bien. Une zone industrielle, c'est plutôt original comme endroit pour faire un concert, non? C'est inattendu? Oui, plutôt, oui, mais même les gens de Dubaï sont assez surpris en fait. Et c'est pour ça aussi qu'ils aiment bien le Fridge, parce que pour une fois, c'est pas un hôtel 5 étoiles. Et ce soir, c'est quoi au programme? Alors ce soir, on a du jazz. On a des musiciens qui viennent en direct d'Abu Dhabi et qui vont nous jouer les standards du jazz. Abu Dhabi Big Band. Bon, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, mais vu la réputation clinquante de la ville, on s'attendait à un orchestre assez grandiose. Eh ben non, il faut croire que la culture n'est pas la priorité de Dubaï. Tu viens souvent dans ce genre d'endroit, Arnaud? Ici au Fridge, en fait, j'essaye de venir toutes les semaines quand il y a la série des concerts. Et le concert le plus original que j'ai fait, c'était de la flûte japonaise, donc tu vois, c'est très varié. Et ce soir, c'est du jazz band. Et dis-moi, qu'est-ce qui te manque par rapport à la France? Ce qui me manque de la France, je dirais, c'est peut-être un peu plus de culture, un peu plus de musées, un peu plus de cinéma, un peu plus de choses un petit peu comme ça. Un peu plus. Mais bon, Arnaud s'en passe quand même. Et il n'a pas envie de rentrer en France pour l'instant.
l'avez compris, en suivant ces Français expatriés, Dubaï est une ville hyperactive, fascinante, clinquante, une cité qui ne cesse de s'agrandir et qui a accepté de relever les défis les plus fous. Merci infiniment de nous avoir suivis dans cette aventure et je vous dis à très bientôt sur W9 pour une nouvelle émission riche en découvertes.